Lizzie présente L'affaire du Golden State Killer de William Thorpe, lu par Thomas Espinera. Prologue. Printemps 1974, Rancho Cordova. Si un oiseau survolait Rancho Cordova, il n'y verrait qu'une ville en pointillé, sans relief. Dans cette partie du comté de Sacramento, en Californie, où les maisons de plain-pied s'alignent comme des briques, personne n'a jamais eu l'audace d'ajouter un deuxième étage. Un homme agile pourrait sauter de toit en toit sur des centaines de mètres sans effort. On entendrait alors seulement le bruit de ses pas résonner entre les murs préfabriqués. Avec la verdure épaisse et les chênes qui pointent vers le ciel, de nuit, cet homme serait aussi invisible qu'un chat en pleine chasse. En cette soirée de printemps 1974, Richard Shelby, 36 ans, fait sa ronde dans les rues de la ville. Il roule lentement, discrètement. Cet officier de patrouille de Rancho Cordova a une ligne de conduite. Il n'allume jamais aucune lumière à l'intérieur de l'habitacle. À qui veut bien l'interroger là-dessus, il répond « Vous n'avez pas entendu parler des meurtres Zebra ?» Un nom de code donné par la police à un groupe de tueurs afro-américains qui a assassiné, entre 1973 et 1974, au moins 15 personnes pour des motifs raciaux dans la baie de San Francisco. La fréquence Z de la radio de police leur a été entièrement dédiée. Z comme Zebra. Richard Shelby s'est persuadé que le rite initiatique pour devenir l'un des leurs est de tuer un homme blanc et de préférence un flic. Depuis, il ne conduit que dans l'ombre. Peu importe que ces tueries aient lieu à plus d'une centaine de kilomètres à l'ouest ou que ces hommes n'aient jamais spécifiquement visé des policiers. Pour Shelby, c'est une preuve de plus que l'autre ne vous veut jamais du bien et que le mal est à chaque coin de rue. Ce soir, la plupart des maisons sont plongées dans une obscurité que la lune n'a pas osé défier. Et les rares piétons n'apparaissent qu'au dernier instant dans son champ de vision, éblouis par les phares. C'est un crépitement de sa radio de police qui brise la quiétude de la ronde. Un couple vient d'appeler le département du shérif. Le mari s'inquiète de bruits entendus dans la maison de leur voisin supposé vide, Dolcetto Street. 2 unités sont envoyées, mais Shelby se trouve à seulement quelques pâtés de maison. D'un ton qui n'autorise pas le refus, il prévient dans sa radio qu'il se rend lui aussi sur les lieux. Lorsqu'il arrive, l'un de ses collègues est déjà en train de discuter avec le couple. Les bruits suspects viendraient de l'arrière-cour de la maison voisine, mais ils n'ont vu personne y entrer ou en sortir. Les policiers décident de se séparer. Shelby et un autre officier passent par le jardin arrière, tandis que le troisième longe la façade avant. Ni les uns ni l'autre ne repèrent aucune trace d'effraction. Les 3 hommes en uniforme tournent tout de même une seconde fois autour de la maison, puis décident de quitter le couple. Il n'y a ni cambrioleur, ni rôdeur ici. Richard Shelby n'a traversé que quelques rues lorsque sa radio se met à grésiller à nouveau. Le couple de Dolcetto Street vient de repérer une ombre s'enfuir de la maison voisine. Shelby fait machine arrière. Juste après le départ des officiers, lui explique le mari, il a de nouveau entendu du bruit. Puis, sur le toit de la maison de ses voisins, il a distingué une silhouette vêtue d'un treillis militaire. L'individu devait faire aux alentours d'1,80 m, avait les cheveux blonds et les traits d'un jeune homme. Il lui donne la vingtaine. Tout le temps que les policiers inspectaient les lieux, il était là-haut, protégé par la nuit, à les regarder faire. Il a sauté du toit dès qu'il les a vus partir. Avec l'aisance d'un chat, ajoute le voisin inquiet. Shelby retourne dans la maison. La porte du garage est ouverte. Elle ne l'était pas tout à l'heure. Dans l'embrasure, l'officier de patrouille bute sur une bûche d'un demi-mètre de long. Elle est recouverte d'une matière épaisse de couleur sombre, du sang, en si grande quantité qu'on ne distingue presque plus le bois. Shelby jette un œil dans le reste du garage et décide d'y pénétrer sans prévenir le central. Il n'a pas envie de s'embarrasser de collègues et de dizaines de gyrophares. Il a toujours été un solitaire. S'il faut avancer, il le fait seul, une main sur son 9 mm. Il monte ensuite les quelques marches qui séparent le garage des lieux de vie et s'enfonce dans la maison. À mesure qu'il progresse, lampe torche éteinte, il ne voit qu'une maison bien rangée.
Aucune affaire ne semble avoir été déplacée, et aucun corps ne permet d'indiquer d'où vient le sang sur la bûche. Shelby ouvre la dernière porte, celle de la chambre principale. Elle aussi semble en ordre. Il fait quelques pas vers la table de nuit. Au pied du lit gît une petite masse sombre. Il l'éclaire de sa lampe torche, un chiot. L'animal a été frappé si violemment et tant de fois probablement par l'épais morceau de bois que ses intestins sont répandus sur le sol. Sa position, à moitié cachée sous le sommier, donne l'impression que la bête a eu si peur qu'elle a voulu se réfugier sous le lit. L'officier regarde une nouvelle fois autour de lui. Une seule silhouette se dessine grâce aux lumières extérieures, et c'est la sienne. L'homme du toit s'est évaporé. L'enquêteur fait rapidement le lien entre ce chiot massacré et d'autres affaires. Depuis 2 ans, à Rancho Cordova, un cambrioleur se glisse de maison en maison comme on jouerait à saute-mouton et laisse derrière lui des cadavres de chiens. Des policiers entendent parler de bêtes agressées, saignées à mort dans les escaliers et les salons. Un journal local, The Grapevine, a même mis un jour à la une l'image d'un labrador marron aux muscles secs, nommé Pups, assassiné dans son jardin. C'était en février 1972. Le rôdeur lui avait brisé les côtes, la mâchoire et ses dents avec un épais morceau de bois. L'homme agit de nuit et ne se contente pas de tuer des chiens. Il est si discret qu'il donne l'impression à ses victimes, le lendemain, d'avoir été volé par un fantôme. Avec lui, on commence à craindre le silence. Les médias et les habitants de la ville lui ont donné un surnom, le Cordova Cat Burglar, le chat cambrioleur de Cordova. Les chiffres sont impressionnants. Rien qu'au cours des 6 premiers mois de 1973, plus de 50 maisons ont été visitées. Parfois plusieurs durant une même nuit. La constitution des butins intrigue aussi. Le cambrioleur ignore la plupart du temps les objets de valeur et n'emporte avec lui que des babioles, comme si le vol n'était qu'une excuse pour s'immiscer dans les maisons. Il est également arrivé que des couples se réveillent en pleine nuit et perçoivent les 2 yeux d'un inconnu en train de les fixer en silence. Une femme l'a surpris, une nuit, penché au-dessus d'elle. Il était en train de lui effleurer la poitrine. Richard Shelby a longtemps pensé que ces cambriolages étaient l'œuvre d'adolescents dérangés. Ce soir-là, sous le halo des lampadaires, le policier doute. Un jeune homme ne massacrerait pas un chien ainsi, et si c'était le cas, il serait dangereux. L'officier ne le sait pas, mais il ruminera encore cette nuit des décennies plus tard. Si seulement il avait les moyens de revenir en arrière, de faire les choses autrement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.